Bien, donc nous allons cet après-midi, mesdames, messieurs, chère Catherine, commencer à aborder plutôt, après l'œuvre de Jean-Jacques Dupeyroux, la personnalité, dont on a déjà vu à travers quelques propos ce matin combien elle était inclassable et séduisante. Je crois qu'il est inutile d'insister sur le pouvoir de séduction intellectuelle, tant ceux qui ont succombé sont nombreux. Il a parfois suscité d'ailleurs des jalousies et des irritations, mais c'est une autre histoire. Cet après-midi, donc, ce sont les autres facettes d'un homme hors du commun qu'il faut évoquer. Ce sont ses engagements qui en faisaient un être sans doute inclassable, un homme de courage. Jean-Emmanuel Ray l'a rappelé ce matin, courage intellectuel, courage personnel. Un homme de bruit et de fureur, pour reprendre une expression qu'il affectionnait, dont il émaillait certains de ses articles. Au-delà de l'universitaire prestigieux, de l'autorité académique en matière de droit de la sécurité sociale et plus généralement de droit social, comme on l'a vu ce matin dans les deux sessions, Jean-Jacques Dupeyroux était un homme d'engagement, un homme de conviction au caractère entier et bien trempé. Il ne mâchait ses mots ni à l'oral ni à l'écrit. Je mesure l'honneur qui m'est fait d'animer cette table ronde, mais également la difficulté pour les intervenants de cet après-midi de rendre compte à votre assemblée d'une personnalité aussi paradoxal, aussi riche. Pour ma part, j'ai eu la chance et le privilège de le rencontrer en 1988. Claude Évin, auprès de qui je travaillais, lui avait confié une mission sur le financement de la sécurité sociale qui a conduit à la création l'année suivante de la CSG. Nos contacts avaient été chaleureux. Il m'avait surpris quelques mois après en me proposant d'écrire un article pour Droit Social sur le droit de la santé et quelques mois plus tard de tenir une chronique dans sa prestigieuse revue. Au fil des années, il est devenu plus qu'un ami, un confident, un contradicteur de nos déjeuners et de nos dîners, et pour tout dire, un soutien et un révélateur intellectuel et personnel. Il rappelait toujours l'exigence de liberté et de rigueur qui est la contrepartie du statut d'indépendance des universitaires, et je crois qu'il l'honorait parfaitement. Je ne cache pas l'émotion que je ressens depuis ce matin de voir évoquer son œuvre, les personnes qu'il a côtoyées, avec qui il a travaillé, les personnes qu'il a aimées. Je me suis demandé, en préparant cette session de notre colloque, ce qui reliait les thèmes qui vont être traités par des amis, des proches de Jean-Jacques Dupeyroux. Le style du juriste engagé, objet de la réflexion d'Alain Supiot, professeur émérite au Collège de France, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. L'intervention d'Alice dos Santos et Manuela Lequelec, les secrétaires de rédaction de la revue Droit Social, en qui il avait une confiance absolue. L'engagement de Jean-Jacques Dupeyroux pour l'aide aux femmes oubliées, que présentera Raphaël Baquet, grand reporter au journal Le Monde. Et enfin, l'inlassable présence dans les prisons, comme visiteur de prison, sur laquelle reviendra Jean-Michel Bélorget, conseiller d'État honoraire et ami de Jean-Jacques Dupeyroux. Il m'a semblé que le point commun, le plus naturel à ces différentes interventions, qui sont évidemment sur des thèmes très, très divers, était la correspondance de Jean-Jacques Dupeyroux. Tous ceux qui l'ont connu, et ça a déjà été dit à plusieurs reprises depuis le début de la matinée, ont reçu ses lettres, ses feuillets, souvent en liasse, couverts du haut à gauche au bas à droite d'une écriture de fine patte de mouche, parfois difficile à décrypter, mais qui offrait à celui qui s'aventurait dans leur lecture une expérience intellectuelle rare. Il a écrit, beaucoup écrit, à ses amis, à ses collègues. Isabelle Vaccari évoquait ce matin les échanges qu'ils avaient eus lorsqu'ils recherchaient quel était l'employeur des sauveteurs en mer en Méditerranée, puisqu'il allait souvent à Argelès. Il a beaucoup écrit à ses étudiants, aux détenus, aux auteurs de la revue, ça a déjà été évoqué, qui passaient au crible de sa lecture impitoyable, sévère mais juste. La critique pouvait être acerbe, mais elle était le plus souvent accompagnée de propositions de rédaction pour parvenir à un article plus affiné, plus ajusté pour la revue. Mais il a aussi beaucoup écrit à toutes les autorités qui pouvaient faire avancer la cause qu'il défendait, à toutes les personnalités qui pouvaient résoudre la situation sociale qui le préoccupait. Et nous sommes nombreux dans cette assemblée, je pense, à avoir reçu ces courriers insistants, revenant sur des cas particuliers. Alors pour illustrer cette correspondance foisonnante, originale et talentueuse, je me suis permis de puiser dans les innombrables lettres qu'il m'a fait l'honneur et l'amitié de m'adresser pendant plus de 3 décennies, et que j'ai conservées, que j'ai relues avec beaucoup d'émotion pour cette session. Quelques éléments de ces correspondances. Il y avait tout d'abord les citations, dont il truffait les longues lettres comme les petits mots sur les cartes de visite. Il aimait à rappeler la réflexion acide de Charles Trenet, écartée par les académiciens français. Immortels, ils ne le sont que de leur vivant. Ou celle de Cocteau, la vieillerie, c'est quand on ne trouve plus de pièces de rechange.
En rentrant de Cochin, il y a quelques mois, il m'avait adressé une citation de San Antonio, auquel Jean-Emmanuel faisait référence, « Je roule sur la chambre à air ». Il aimait à répéter Groucho Marx, « Je n'accepterai pas d'entrer dans un club qui accepterait de m'intégrer ». C'était peut-être le signe le plus net de son refus de faire école, ce que l'on peut regretter, même si tous les anciens élèves ont un peu l'impression de faire partie de cette école. Je me souviens également de son désarroi devant une documentation qui se numérisait au fil des années et qui le privait parfois de ses nourritures spirituelles. En conclusion d'une demande de documentation qu'il m'avait adressée, qu'il m'a demandé de lui apporter au 59, il avait écrit sur sa petite carte « Sans ordinateur, on est condamné à rester à terre devant la muraille », confère la parabole de la sentinelle de Kafka. Alain Supiot évoquera le style flamboyant de l'éditorialiste. Jean-Jacques Dupeyroux me rappelait fréquemment la phrase de Beuve-Méry au Monde, quand on parlait des articles, et parfois c'était pour les reprendre, « Ne dites jamais ce que j'ai voulu dire, écrivez ce que vous voulez dire ». Il ne supportait pas l'approximation, la phrase sinueuse, les mots malhabiles. Il travaillait sans cesse le style, la phrase qui fait mouche. Il avait un souci de la concision et de la rigueur. Il m'avait montré, avec un petit peu un petit peu d'énervement, la rame de papier noirci de laquelle il a extrait la lumineuse préface qu'il m'a fait l'immense plaisir, après avoir refusé à plusieurs reprises, de rédiger pour un de mes livres. Et il a de nombreux caractères qu'il avait repris. Après les citations, le deuxième fait marquant pour ceux qui ont reçu ces correspondances, je crois que c'est les argumentaires qu'il développait. J'avoue avoir toujours été fasciné par sa capacité à produire un argumentaire d'une dizaine de pages, pratiquement sans rature, exempt de toute concession, où chaque chiffre, chaque référence a été vérifiée, pesée au trébuchet de la pensée. Nous sommes sans doute nombreux dans cette salle à avoir reçu un tel argumentaire au cours des dernières années de sa vie pour un dossier de demande d'ASPA, traînant à être accordé pour un ancien détenu dont le RSA venait d'être supprimé. Je crois qu'il a adressé ce dossier et ses nombreuses lettres à beaucoup d'autorités jusqu'à ce qu'il obtienne enfin satisfaction au terme d'un cheminement de plusieurs mois. Je pense également à l'analyse méticuleuse de 10 pages adressée à un auteur à succès que je ne citerai pas pour lui reprocher de ne pas avoir vérifié ses sources, de ne pas avoir affiné ses statistiques, avec pour conclusion le reproche de ne pas avoir relu l'ouvrage qu'il avait publié. Je conserve également une correspondance d'une dizaine de pages sur la notion d'affiliation à la sécurité sociale, à la suite d'un déjeuner où nous avions évoqué ce point. Notre discussion l'avait laissé sur sa faim et elle lui avait sans doute paru trop approximative. Il m'avait le soir même envoyé une démonstration juridique magistrale dont j'ai essayé de faire le meilleur usage par la suite. Ensuite, dans ces correspondances, il y avait toujours très souvent, le retour des oubliés, pour reprendre le joli mot du titre proposé par Raphaël Baquet pour son intervention. Il parlait souvent des anciennes prostituées ou des détenus qu'il soutenait financièrement, qu'il accompagnait, qu'il aidait dans leur démarche. Je me souviens de son sourire ému lorsque je lui avais rapporté d'un bouquiniste une des premières éditions de Mes prisons de Silvio Pellico, dont il m'avait si souvent parlé. L'univers carcéral était souvent dans nos échanges. Après une canicule d'été, il m'avait écrit « J'avoue avoir très mal supporté la canicule dans mon appartement étouffant auquel me condamne une paralysie croissante. Mais faut-il se plaindre quand 2, voire 3 détenus sont enfermés dans une cellule dépourvue du moindre courant d'air, mais pourvue en revanche de la cuvette des WC. Il y avait aussi son attention pour les femmes maltraitées, la fierté d'avoir vu sa mère, quoiqu'elle vend jeune veuve 4 enfants, créer à Toulouse une maison pour femmes battues vers 1946 ou 1947. Pour faire avancer les dossiers des personnes qui l'accompagnaient, il usait bien sûr de son entre-gens, de sa correspondance combinatoire, mais également, quand il le fallait, de son statut social. Il m'avait demandé de lui acheter la décoration de commandeur de la Légion d'honneur, la boutonnière, pour pouvoir la porter lorsqu'il allait défendre la cause d'un de ses protégés dans les administrations, dans les commissariats ou dans les caisses de sécurité sociale, espérant sans doute que cela produirait un effet. Il y avait enfin sa passion pour la peinture. Déjeuner ou dîner chez Jean-Jacques Dupeyroux, c'était aussi plonger dans un univers pictural. Comment ne pas avoir été marqué par les aquarelles de Pont-Aven, les œuvres de Bourdelle placées dans son bureau, les gravures. Il m'avait parlé d'un pastel représentant une très vieille femme, don de sa mère au musée Bourdelle, et avait ajouté « Quand j'étais petit, ce pastel me terrifiait et je passais très très vite devant, mourant de peur. » Je me souviens enfin d'un dîner avec Jacques Decazaux et Catherine, où ils avaient examiné quelques vieux tableaux apportés. J'étais resté silencieux devant tant de passion et d'expertise
fasciné par des échanges ébouriffants dont je suis absolument incapable de rendre compte aujourd'hui. Pour conclure cette introduction, je voudrais évoquer en le citant les réflexions sur le temps qui passe, qui l'obsédaient, en tout cas pendant les dernières années de sa vie. Il m'avait écrit « Je crains que ce soit ma dernière année, il y a plusieurs années, très probable. J'ai fait mon temps. » Expression très intéressante. Qu'est-ce que le temps? D'Ormesson consacre régulièrement à ce temps des pages épatantes. Le présent n'existe pas. Le passé ne cesse d'enfler aux dépens d'un futur condamné à l'avance. Il poursuivait. Les années nous quittent, disait Charles Trenet, rejoignant Ronsard. Le temps s'en va, le temps s'en va, le temps non, mais nous en allons. Ce qui ne colle pas très bien avec l'expression avoir fait son temps. Mais bon, il concluait, Reggiani chantait une jolie chose de Boris Vian, le temps passe et il y met le temps sur une très belle mélodie. Mais bon, point d'exclamation, j'en resterai là et je vais donner la parole tout de suite à Alain Suppiot pour parler du style.